Bienvenue dans le débat, il est consacré à la canicule. La France a connu son deuxième mois de juin le plus chaud après 2003. 2 personnes sont mortes en lien avec la vague de chaleur. 300 personnes ont été prises en charge en urgence par les pompiers. Ce qu'a affirmé en tout cas la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, lors d'un point presse ce matin. La vague de chaleur se poursuit jusqu'à ce soir. C'est trop tôt pour faire un bilan, a lancé Catherine Vautrin, ministre du Travail. 4 départements sont placés en alerte rouge, le reste en vigilance orange. Et c'est toute l'Europe qui est finalement touchée par cette canicule au sud, avec des alertes à la population émises au Portugal, en Croatie, en Grèce, mais aussi en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Avec le réchauffement climatique, la chaleur extrême devient plus fréquente, plus intense. C'est ce que rappelle le porte-parole de l'Organisation météorologique mondiale. C'est un phénomène avec lequel il va falloir apprendre à vivre, a-t-elle ajouté. L'Europe méridionale et occidentale souffre de ces chaleurs tueuses et silencieuses, dit l'ONU. Alors sommes-nous prêts à une accélération de ces épisodes caniculaires? Comment mieux s'y préparer? Quels sont les obstacles? On pose toutes ces questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Yamina Saeb. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes enseignante à PSIA et chercheuse affiliée au LIEC, Sciences Po, autrice également du volet 3 du 6e rapport du GIEC. Vous êtes également, vous avez lancé le laboratoire mondial des sociétés sobres, me semble-t-il, à Sciences Po, hein, c'est ce qu'on m'indique, des sobriétés associées à Sciences Po. Voilà, merci d'être là. Hélène Pesquine est avec nous, bonsoir. Vous êtes directrice des programmes et directrice adjointe en charge de la coordination du réseau territorial du CEREMA. Hélène Pesquine. Nous avons Noémie Roche avec nous ce soir, bonsoir. Journaliste à France 24, spécialiste de l'environnement. Et puis également Delphine You qui est ce soir avec nous, chroniqueuse économie. Bonsoir Delphine. Alors, cet épisode de canicule est-il vraiment inhabituel? C'est la question que nous allons nous poser. En tout cas, la température moyenne sur le mois de juin était de 3,3 degrés Celsius, au-dessus des normales, selon l'Agence météorologique nationale. À Paris, la nuit dernière a été éprouvante. On fait un point avec Florence Bouquilla. Ce matin, Paris se réveille doucement, un peu sonné après une nouvelle nuit quasi tropicale, 30 degrés à 3 heures du matin. J'ai très mal dormi, j'ai pas totalement dormi. Je me suis endormie puis réveillée à 2 heures du matin et jusqu'à 5 heures du matin, j'arrivais plus à dormir. Est-ce que vous sentez qu'il y a une fatigue qui s'est accumulée? Je pense que ça se voit un petit peu. Je suis un peu plus fatigué, ça se sent. Hier soir, les habitants ont longtemps cherché un peu de fraîcheur dans la rue. L'air y est parfois un peu plus respirable qu'à l'intérieur des appartements, surtout dans ceux réputés pour être de véritables bouilloires thermiques. Comme chez ce père de famille, il a beau vivre volet fermé depuis plusieurs jours, la chaleur est insupportable. Il fait chaud. 31 degrés, ouais, il faut les supporter. C'est crevant. La chaleur, elle est intense quand même. Dur aussi pour les enfants. J'essaye d'enclencher les ventilos, les glaces, tout ce qui est rafraîchissant, quoi. Victimes de la canicule également, les sans-abri de la capitale. La préfecture d'Île-de-France a installé 60 lits de camp qui accueillent en priorité les femmes et les enfants. Dans la journée, il y a des associations, des accueils de jour qui nous reçoivent, qui peuvent nous donner le nécessaire pour se rafraîchir et tout. Mais c'est la nuit qui est le problème parce que dans la nuit, tu te retrouves tout seul face à ton destin, il n'y a plus personne. À Paris, un parc sur 4 restera ouvert 24 heures sur 24. Aujourd'hui, la température devrait atteindre 34 degrés, mais les orages pourraient faire baisser le thermomètre jusqu'à 21 degrés durant la nuit. Yamina Saeb, est-ce que c'est un épisode de canicule vraiment inhabituel? On a eu 50 canicules officielles recensées par Météo France, en incluant celle-ci depuis 1947. Ça va devenir la norme? Voilà, c'est inhabituel par rapport au passé, mais ça va devenir la norme. Et ce qu'on a vécu là, ce qu'on est en train de vivre, on est dans la limite basse des canicules. Donc en fait, il faut s'attendre à ce que les températures soient plus élevées, que les canicules arrivent beaucoup plus tôt et qu'elles durent plus longtemps. Donc on est qu'au tout début de notre périple super chaud. D'un processus qui s'accélère. D'un processus qui s'accélère à une vitesse très très rapidement. Et la seule façon d'éviter ça, en fait, de limiter les dégâts, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière, mais on ne peut pas complètement revenir en arrière. Mais par contre, on peut limiter les dégâts, c'est de travailler
à réduire les émissions, puisque la surchauffe vient des émissions, et d'adapter l'organisation de notre société, mais aussi nos infrastructures, nos bâtiments. Et voilà, c'est tout qui est à changer, en fait. On va en parler de cette adaptation. Noémie Roche, d'abord, est-ce que ça va devenir la norme dans l'ensemble de l'Europe? Pourquoi l'Europe est-elle vulnérable? Alors, elle est vulnérable parce qu'elle se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale. Elle se réchauffe 2 fois plus rapidement donc, que la moyenne mondiale, et c'est même le continent qui se réchauffe donc le plus vite. C'est ce que montre le dernier rapport de l'Institut européen Copernicus et de l'Organisation météorologique mondiale. Au niveau mondial, on est à 1,3 degrés de réchauffement global par rapport au niveau préindustriel. L'Europe, on est à 2,4 degrés. Et ça s'explique parce que l'Europe, c'est un continent déjà, alors que donc, la planète est constituée d'eau essentiellement et que les terres émergées donc, se réchauffent plus vite. Mais pour ce qui est de l'Europe, ça s'explique aussi par sa situation géographique. Elle est proche du cercle arctique qui lui-même se réchauffe plus vite parce que, à cause de ce qu'on appelle l'amplification polaire. En gros, là où des températures fait fondre les glaces qui s'y trouvent, ça tout le monde le sait, et ces glaces, elles réfléchissent les rayons de soleil, c'est ce qu'on appelle donc l'albédo, donc on a moins de glace, moins de capacité à renvoyer la chaleur, et donc et ainsi de suite, c'est un cercle vicieux. En Europe, on a aussi beaucoup de massifs montagneux avec des glaciers qui fondent eux aussi, donc même phénomène, plus de chaleur accumulée dans les terres. Donc voilà. L'Europe va perdre sa réputation de climat tempéré qu'on nous envie tant dans le reste du monde. Un mot, Hélène Pesquine, vous êtes architecte, mais vous avez participé à un certain nombre de cabinets ministériels dans le développement durable. Finalement, quand on ferme 2000 écoles, ce qu'on a fait en France hier, est-ce qu'on peut dire qu'on est prêt ? On n'est pas tout à fait prêt, mais on est quand même dans une phase d'accélération aussi des stratégies d'adaptation. Je pense qu'il faut le dire. On a pendant plusieurs années plutôt favorisé les stratégies de décarbonation, de baisse des émissions de gaz à effet de serre sur des solutions qui étaient relativement rentables. On faisait des économies d'énergie, on y gagnait. Et c'était beaucoup plus difficile, il y a quelques années, de lancer des stratégies d'adaptation sur lesquelles on avait des investissements lourds à consentir, mais pas forcément de gains immédiatement tangibles derrière. Depuis quelques années, avec l'accélération des catastrophes climatiques, on vit les crises, les grandes inondations, les canicules, les grandes sécheresses. On commence à mesurer finalement le coût de l'inaction et donc l'importance de commencer à investir sur des solutions d'adaptation pour nos bâtiments, pour nos infrastructures, pour nos espaces publics, pour tout ce qui va relever de l'évolution du foncier du sol, notamment lié à, par exemple, au repli du trait de côte. Et ces questions-là commencent à devenir très tangibles, mesurables, et on sait maintenant pourquoi on agit en matière d'adaptation. Vous avez vraiment l'impression qu'il y a une prise de conscience, parce que c'est vrai que fermer des écoles parce qu'il fait chaud, parce qu'il y a une canicule, ça paraît totalement aberrant. Alors qu'en plus, si j'ai bien compris, il y a un fonds vert pour rénover les écoles et les établissements scolaires qui existe depuis un certain temps. Donc ces projets, combien de temps? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça fait des années qu'on dit qu'on se prépare, mais finalement, vous pensez qu'on se prépare très lentement, on y arrive quand même. Il y a des... on se prépare lentement, mais on ne se prépare pas depuis très longtemps, justement. La bascule vers l'adaptation, elle est relativement récente, et la capacité des collectivités locales à entreprendre des stratégies d'adaptation et de résilience, elle est relativement récente. Après, effectivement, c'est un mouvement relativement lent. Il faut qu'on arrive à la fois par la fixation d'actions prioritaires et puis l'identification des actions les plus efficaces, commencer à agir. On le fait, par exemple, sur les bâtiments scolaires, en l'occurrence. On a au CEREMA diagnostiqué plusieurs centaines de bâtiments scolaires pour identifier les risques d'inconfort thermique d'été et les solutions les plus immédiates à mettre en œuvre. Donc ça veut dire quoi, les solutions les plus immédiates à mettre en œuvre, en dehors de justement fermer les écoles pour que les enfants restent avec leur famille? Justement, ça n'est pas que des travaux lourds, et c'est aussi là-dessus qu'on essaie de travailler. C'est aussi beaucoup la manière dont on utilise son bâtiment qui va permettre de le réfrigérer ou le rafraîchir la nuit, par exemple. Les habitudes qu'on prendrait face à ce climat déréglé, ce serait de fermer évidemment les persiennes, les volets dans la journée si c'est possible, de surventiler la nuit. C'est des questions finalement assez pratico-pratiques qui permettent peut-être pas de surmonter des pics de chaleur aussi violents que celui qu'on a connu cette semaine, mais déjà d'apprendre à faire différemment, c'est ce que vous disiez, à modifier finalement les comportements, pas individuels, mais les comportements de la société et des usagers pour être déjà dans le climat de demain. Et le climat de demain, on commence à en voir... C'est déjà aujourd'hui, on voit, c'est ça. Yamina Saeb, sur les écoles, par exemple, sur tout ce qui est bâtiments publics, il y a donc beaucoup à faire, en fait, pour les hôpitaux. Ouais. Alors, ce n'était pas du tout aberrant de fermer les écoles. Moi, je pense qu'ils auraient dû les fermer plus tôt. Je pense qu'ils auraient dû, dès vendredi, décréter
une situation d'urgence climatique pour pouvoir fermer les écoles, etc. Après, ce n'est pas la solution idéale. On est obligé de fermer les écoles parce que c'est une question de santé publique, parce que les écoles sont en surchauffe. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Si justement le bâtiment est adapté, a priori, vous pourriez peut-être les laisser ouvertes. Parce qu'on n'a pas adapté les bâtiments, en fait. C'est pour ça qu'on est obligé de fermer les écoles. C'est parce qu'on n'a pas géré la situation en amont qu'on se retrouve en situation de crise et la seule chose qui nous reste, c'est de fermer les écoles parce que lorsque vous avez 30 bambins dans une classe qui est en situation de surchauffe, eux, ils vont dégager de la chaleur, c'est la chaleur latente des enfants et ça va augmenter la chaleur totale et en plus, ils vont être dans des situations d'excitation, etc., donc difficilement gérables. Ce n'est pas la solution idéale, c'est juste que vu qu'on n'a pas anticipé en amont, on n'a pas adapté nos écoles au climat de demain, qui est celui d'aujourd'hui, à ces températures-là. Donc, on se retrouve dans la situation de fermer les écoles. En ce qui concerne les bâtiments publics, la rénovation, donc effectivement, la France, par rapport au début des années 2000, on a mis beaucoup d'argent sur la rénovation, mais malheureusement, lorsqu'on rénove les bâtiments, ce qui prime, ce qu'on regarde, c'est les besoins de chauffage l'hiver. Donc, on remplace les chaudières, on met de l'isolant, on remplace parfois les fenêtres aussi, et on met des chaudières. Mais alors qu'il y a des systèmes réversibles qui pourraient produire à la fois du chaud et du froid en fonction des saisons, et d'autant plus que dans le futur, aujourd'hui on a cette canicule en la fin du mois de juin, début juillet, mais à l'avenir, elles vont arriver beaucoup plus tôt. Donc sinon, on va perturber le cycle scolaire, parce qu'on sera obligé de faire arrêter l'école quand il fera... on pourrait avoir des 40 et même plus degrés en plein mois de mars à l'avenir. Ce n'est pas à exclure aujourd'hui. Et donc du coup, ça veut dire que ce sont des mesures qui sont prises dans l'urgence et donc du coup on est dans le court terme et voilà, ça suffira pas. Toutes les mesures qui sont prises, ce sont des mesures de court terme et d'urgence, alors que lorsqu'on rénove, pourtant on a mis beaucoup d'argent dans la rénovation et c'est là-dessus que ça se joue en fait. Il faut préparer les bâtiments lorsqu'on les rénove pour le climat, des climats très chauds. Et ça ne concerne pas que la France, hein, Noémie Roche. C'est on le disait, toutes les capitales européennes, Paris, Londres, Madrid, Rome, qui subissent donc des vagues de chaleur. Et c'est essentiellement aussi lié justement à ces matériaux de construction. Ces villes ne sont pas conçues finalement pour connaître ces vagues de chaleur. Non, parce que tout simplement, on a énormément bétonisé. Tout est très... Enfin, on le voit à Paris, y compris à Paris. On le voit quand on sort dans la rue. Et pourtant, Paris fait des efforts pour végétaliser. Mais on voit ce bitume partout et qui renvoie la chaleur et qui, en plus, absorbe la chaleur puisqu'il est sombre. Donc, effectivement, c'est ce qu'on voit en ce moment. Tous les pays sont touchés, y compris l'Angleterre qui était en canicule encore il y a quelques jours. Et là, c'est l'Allemagne en ce moment qui suffoque. Ça bouge à l'est, là. Pardon ? Ça bouge du côté de l'est. Ça se déplace vers l'est, cette canicule en ce moment, vers l'est européen. Alors, du côté des entreprises, les employeurs sont-ils contraints de s'adapter ? On va faire un point en image avec Thibaut Gros. Ces derniers jours, la lourdeur des températures pèse sur les travailleurs et aussi sur l'économie. Une cadence réduite, des amplitudes plus courtes, comme ici, sur le chantier du tramway de Bordeaux. On a aussi adapté les horaires, on ne travaille pas plus de 6 heures par jour. Parce que passé 11h30 midi, la température elle est plus tenable, donc on fait une pause à ce moment-là. La France tourne au ralenti dans tous les secteurs. À Paris, les terrasses sont clairsemées et les clients consomment moins, ce que déplore cette restauratrice. Je pense qu'à midi, on ne va pas trop travailler en déjeuner. Avec la chaleur, ça ne nous aide pas forcément. Voilà, beaucoup plus de limonade et de boissons fraîches. Un chiffre d'affaires plombé par la canicule, c'est aussi le cas dans cette boulangerie. Ici, on fait face à une explosion des coûts. On dépense beaucoup plus en énergie, on dépense beaucoup plus en maintenance de matériel, parce que le matériel subit beaucoup. Et en plus, on a une perte de chiffre d'affaires. Parce que dès qu'il fait très très chaud comme ça, les gens viennent moins en boulangerie, consomment moins. D'autres secteurs comme l'agriculture se préparent aussi à des pertes. Selon une étude parue hier, cet épisode de canicule pourrait faire reculer la croissance économique européenne d'1 demi-point en 2025. Delphine Liu, c'est d'après cette alliance trade, cette étude d'alliance trade, il y aura un recul, un impact, ça pourrait coûter en tout cas à l'Europe 0,5 points de PIB, donc un demi-point de PIB, ça serait le coût de cette canicule en Europe. C'est ce que le reportage effectivement disait, 0,5 points, donc ça c'est pour l'Europe, et en France ce serait 0,3 points. Alors pourquoi ? On a tous vu comment notre cerveau marche au ralenti quand le mercure grimpe et quand on effectivement
effectuer un travail physique, là c'est encore pire. L'Organisation internationale du travail a montré que lorsque les températures elles dépassent les 32 degrés, eh bien la capacité à effectuer un travail physique, elle dégringole de 40% et elle dégringole même des 2/3 quand cette température elle dépasse donc les 38 degrés. Une autre étude américaine a montré qu'un jour au-dessus des 32 degrés, eh bien, ça réduit la masse salariale annuelle de 0,04%. On va dire, bon, ça ne nous dit pas grand-chose. Si je vous dis que ça équivaut à une demi-journée de grève, là, ça devient extrêmement concret. Une demi-journée de grève. Donc, c'est effectivement très coûteux. Quels sont les secteurs les plus concernés? Parce qu'on parle bien sûr du bâtiment, mais même l'agriculture. Oui, on a vu comment dans le sujet là comment le bâtiment essayait donc de s'adapter. L'agriculture est évidemment l'un des secteurs les plus frappés par la hausse des températures et par les canicules. Ça provoque des baisses de rendement, ça provoque parfois même des pertes de culture. Le Sénat avait enquêté il y a quelques années sur l'impact de la fameuse canicule de 2003. Certains s'en souviennent peut-être. Et donc cette étude, elle avait montré bien que la production de blé tendre avait plongé à l'époque de plus de 21%, celle d'avoine de 28% et celle du maïs en grains de 30%. Il y avait aussi les élevages qui avaient particulièrement souffert. On avait vu 4 à 5 millions de poulets, de dindes, de volailles donc, qui avaient succombé à la chaleur, sans parler du lait de vache, la production de lait de vache qui peut fondre d'1/5 sous l'effet de la hausse du mercure. Et puis il y a le coût sanitaire aussi des canicules. Oui, on a vu notamment qu'entre 2015 et 2020, c'est une étude de Santé publique France, eh bien, les arrêts maladie, les afflux aux urgences, les décès prématurés, eh bien, ça a un coût entre 22 et 37 milliards d'euros. Donc tout ça, on parle d'impact économique, mais on n'arrête pas de le voir ces derniers mois, ces dernières années, que ça a aussi un impact sur la météo, sur les catastrophes, les inondations, les sécheresse. Eh bien, selon 2 économistes de Harvard et de Northwestern, ils ont montré qu'une hausse de la température mondiale de seulement 1 degré provoquerait une baisse du PIB mondial de 12% au-delà de 6 ans. Donc, on le sait, la planète brûle. Il faut bien qu'on parle tout le temps du coût de la transition énergétique, etc. Il faut bien comprendre que ne rien faire ou ne pas faire assez, ça coûtera à terme bien plus cher. Et voilà, puisqu'il est intéressant tout de même de voir que le coût de la transition énergétique, on parle toujours effectivement de fin du monde versus fin de mois. Et bien là, finalement, le coût de ces canicules peut être en fait beaucoup plus élevé. Est-ce qu'on a tiré les leçons de ce qui s'est passé en 2003, tout de même, d'un point de vue sanitaire? Alors, oui et non. Je pense que la canicule de 2003, c'est un accident finalement un peu isolé et qui était relativement décorrélé de la question à l'époque du changement climatique. Et depuis les années 2010, puis encore plus après l'accord de Paris en 2015 et le Covid qui a quand même été un révélateur de crise mondiale, cette question de l'adaptation est beaucoup plus ancrée dans les stratégies notamment des collectivités locales qui sont en première loge dans les questions du quotidien, en fait, du logement, des mobilités, de l'école, etc. Et je pense des adaptations ont été faites depuis dans les EHPAD, par exemple. Elle a plutôt généré des évolutions organisationnelles, c'est-à-dire l'obligation d'avoir des salles rafraîchies, etc., dans un certain milieu qui est plutôt un milieu sanitaire et social. Pas nécessairement dans tout ce qui est la société au quotidien, l'aménagement du territoire et la gestion des équipements, de tout type d'équipements, en fait, et pas seulement ceux qui accueillent des personnes fragiles ou malades. Et donc, c'était une première étape, très certainement. C'est en plus un souvenir collectif, c'est une manière d'apprécier la culture du risque. Déjà plus de 15 000. 15 000 morts, plus de 15 000. Et donc ça a été certainement un déclencheur de prise de conscience, mais sans doute moins fort que celui du Covid-19 de 2020, où finalement l'idée d'une crise mondiale et globale pouvait arriver. Alors elle était plutôt sanitaire, mais finalement elle était aussi quand même liée à des dérèglements des écosystèmes.
enfin, en tout cas, nous, on constate dans les commandes qui nous sont passées en tant qu'experts ingénierie publique que c'est vraiment ces 5 dernières années que la question de l'adaptation des territoires est devenue cruciale, notamment pour les collectivités locales, mais aussi pour l'État, parce qu'il y a une question derrière de gestion et d'entretien du patrimoine, des bâtiments publics, par exemple, des infrastructures, avec des ouvrages d'art, des ponts qui sont très menacés par les grandes crues, des routes qui se déforment, des coûts d'entretien et de gestion qui ont été multipliés souvent par 3 ou 4, parce qu'il faut intervenir beaucoup plus souvent. On le voit par exemple sur les routes de montagne avec les chutes de blocs qui deviennent très, très fréquentes. Et finalement, c'est ces coûts de gestion et d'entretien qui ont conduit les collectivités en particulier ou les gestionnaires à venir vers des solutions de prévention et d'adaptation. Donc on n'est plus seulement dans les solutions d'urgence, a priori, enfin en tout cas... on essaie de les éviter. Alors, en fait, on n'a pas vraiment de plan. D'abord, la première étape dans l'adaptation, c'est l'atténuation. C'est de travailler à réduire les émissions. Or, nos émissions, on ne réduit pas suffisamment nos émissions, pas la vitesse à laquelle on devrait réduire nos émissions, de façon à nous permettre l'adaptation. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on doit accélérer la réduction des émissions pour que l'adaptation soit possible, devienne possible. Ça, on aura de toute façon 1,5 degré, c'est sûr. L'augmentation d'1,5 degré, elle est évidente aujourd'hui. On ne va pas y échapper. Là, aujourd'hui, on est déjà à l'année dernière, 2024, et la première année pendant laquelle l'augmentation de la température moyenne sur la planète Terre était au-delà de 1,5. Et donc, on dit que c'est la première année de la décennie où on dépasse l'objectif du 1,5. On n'a pas encore dépassé, parce que ça se calcule un petit peu différemment, mais on est plutôt parti sur ça. Pour dépasser cet objectif. Oui, avec les politiques actuelles, quand on prend toutes les politiques actuelles, on serait à la fin du siècle avec un réchauffement de l'ordre de 3 degrés, au-delà de 3 degrés. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà d'une certaine température, au-delà d'un certain niveau de réchauffement, l'adaptation ne va plus devenir possible. Beaucoup d'écosystèmes seront déjà morts. On aura tué les écosystèmes qui nous permettent de vivre et de nous adapter. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, il faut agir sur tous les fronts. Il faut être ambitieux sur tous les fronts. Il y a beaucoup de mesures individuelles, séparées, qui sont intéressantes d'un point de vue adaptation ou d'un point de vue atténuation également. Mais ce n'est pas à l'échelle à laquelle on devrait le faire et ce n'est pas au niveau d'ambition auquel on devrait travailler. Et c'est pour ça qu'il y a problème. Alors, un mot sur la climatisation, puisque Marine Le Pen a donc réagi sur X dès hier en soutenant un plan climatisation. Marine Tondelier, d'ailleurs, lui a répondu que c'était nécessaire, mais pas suffisant. Voilà, c'était la réaction de Marine Le Pen après, justement, la fermeture des écoles, donc de 2000 écoles hier. Un mot sur cette climatisation, Noémie Roche, est-ce que c'est une solution ? Eh bien non, ça ne va surprendre personne. C'est pas une bonne solution, c'est une solution partielle, on va dire, parce que c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de s'en passer. En revanche, ça paraît facile à dire comme ça. Bon, on va mettre la clim dans toutes les écoles, dans tous les hôpitaux. Bien sûr que ça paraît logique, mais la climatisation... Ça permettrait de maintenir les élèves dans les écoles. Oui, donc voilà, effectivement. Sauf qu'effectivement, si d'autres mesures avaient été prises avant ou étaient prises maintenant pour adapter le bâtiment, du coup, on n'en serait peut-être pas là. Et puis, la climatisation, on le sait, ça fait partie du problème puisque ça contribue au réchauffement climatique. D'une part parce que, alors en France, on a une électricité décarbonée, puisque la climatisation consomme de l'électricité. Et puis, elle rejette, mais dans la plupart des pays, l'électricité n'est pas forcément décarbonée. Elle provient encore beaucoup du charbon, qui, on le sait, est donc une énergie fossile la plus polluante. Et puis, la climatisation, elle rejette des gaz qui sont très polluants et qui émettent eux-mêmes des gaz à effet de serre très puissants. Donc, mauvaise Donc vous dites non, mauvaise solution, Noémie Roche. Hélène Pesquine, elle pourrait être une bonne solution parfois dans certains cas. Est-ce qu'il faut être... Alors, c'est souvent ce qu'on appelle une solution de maladaptation, c'est-à-dire que c'est quand même une solution d'adaptation ponctuelle, on le voit bien, et il faut sans doute trouver le bon curseur, l'endroit où on va placer le curseur pour que cette solution fasse partie des solutions d'adaptation. Mais effectivement, une climatisation individuelle sur un immeuble en plein centre-ville, ça réchauffe la rue. Donc, en fait, on est en train d'augmenter le problème de la chaleur urbaine et des îlots de chaleur urbains, sur lesquels on a travaillé au CEREMA en faisant la cartographie sur 88 agglomérations des zones climatiques urbaines touchées par ces îlots de chaleur. En fait, 10 clims sur une façade, ça réchauffe de 2 degrés la température de la rue. Donc on est dans un système qui est complètement vicieux et qui s'auto-alimente en fait, et qui continue de réchauffer l'atmosphère. En revanche, penser la climatisation, le rafraîchissement de manière collective, avec justement des salles rafraîchies partagées dans les quartiers ou proposées par
par exemple des établissements, des commerces qui seraient un peu des zones refuges en cas de très forte chaleur, ça pourrait être des solutions collectives, disons, d'adaptation acceptables malgré les effets pervers de ces climatisations. On va regarder d'ailleurs. Oui, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir à ça. En fait, il y a différents types de climatisation. La seule climatisation dont on parle, c'est la climatisation, ce qu'on appelle dans notre jargon RR. Donc, c'est les climatiseurs que vous voyez à l'extérieur. Enfin, vous voyez un bout à l'extérieur. Et cela contribue, parce qu'ils rejettent la chaleur, et donc ils contribuent, ça crée un cercle vicieux. Mais en fait, il y a une autre façon de climatiser. C'est par exemple la boucle froide qu'on a au nord-ouest de Paris. Et là, c'est un système RO. Donc, il faut, ça refroidit grâce à l'eau. Soit on fait des forages parce que la température est basse. Donc là, dans ce cas-là, en fait, ça contribue pas, ça crée pas un cercle vicieux. Donc il faut distinguer. Et de toutes les façons. Ça n'est pas vraiment une climatisation d'ailleurs, hein, ce second cas dont vous parlez, c'est un refroidissement. C'est intéressant. C'est considéré par les professionnels de la climatisation comme étant de la climatisation, mais en fait, on distingue entre les deux. Après, ce qui se vend sur le marché de la climatisation en France et en Europe, c'est plutôt la climatisation qui nous fait rentrer dans un cercle vicieux. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec l'évolution des températures, on va pas échapper à la climatisation. Donc, soit... C'est ça. Donc, en fait, ça reste, je veux dire, une mesure nécessaire, mais elle n'est pas suffisante, en fait. Il faut... Soit on a des plans de climatisation en amont pour avoir des climatisations collectives avec des boucles froides, etc. Et à ce moment-là, on évite de rentrer dans le cercle vicieux. Soit, comme on fait aujourd'hui, on est plutôt muet, on ne dit rien du tout, ou plutôt, on est plutôt dans le déni du besoin de climatisation. Et bien, les citoyens... Mais par contre, il y a sur le marché européen des appareils de climatisation la mauvaise solution, elle est disponible, elle est à la portée de main. Et bien, les citoyens vont s'équiper de cette mauvaise solution. Alors, vous parliez justement de ces solutions alternatives. On a un extrait d'un sujet qui va nous le montrer, le Bon Marché, par exemple, ou même la mairie de Paris l'utilise. Voilà. Peu le savent, mais le tout premier des grands magasins de Paris fonctionne sans climatiseur. Et pourtant, en cette chaude fin d'été, les clients sortent rafraîchis. Quand on passe de là à là, on sent que c'est plus frais. En 2016, le Bon Marché a choisi de retirer toutes ces installations vétustes de climatisation. Car si les clims refroidissent les bâtiments, elles réchauffent aussi dramatiquement l'air extérieur. Nous avons gagné de la place, ce qui nous a permis de créer un jardin partagé sur le toit. Nous avons aussi réduit de près de 18% nos consommations d'électricité. On a supprimé l'émission de gaz à effet de serre et limité les nuisances puisque nous ne faisons plus de bruit la nuit, par exemple, et préservons le voisinage et nos équipes. L'Hôtel de Ville, le Louvre, l'Assemblée nationale, des ministères publics, 850 sites parisiens majeurs sont aussi raccordés au réseau de froid urbain. Un labyrinthe d'eau potable glacée de 105 km circulant en continu sous Paris. Désormais, les bouches d'aération de ces bâtiments soufflent un air plus vertueux. À l'autre bout du tuyau, l'une des 12 centrales frigorifiques souterraines de la capitale. L'ensemble du système utilise de l'eau potable en circuit fermé. 7 groupes froids rafraîchissent cette eau à 5 degrés avec un gaz réfrigérant. Ils sont alimentés à l'électricité, 100% renouvelable. 5 mètres plus bas, derrière cette porte sous-marin anti-inondation, c'est la fraîcheur de l'eau de la Seine qui vient refroidir les machines dans un circuit parallèle. Cet usage de la Seine est indispensable tous les jours de l'année pour nos centrales de Seine, en été comme en hiver, parce qu'on a un usage du froid qui existe aussi en hiver, pour les data centers ou pour les chambres froides, par exemple, des grands hôtels, ou bien encore des musées qui ont besoin d'avoir une hygrométrie stable tout au long de l'année pour conserver les œuvres. Cette eau de Seine est rejetée dans le fleuve, sensiblement réchauffée. Un impact quasi neutre selon Fraîcheur de Paris. Aujourd'hui, le rejet en Seine, il est très limité. On renvoie en Seine un écart maximum de 5 degrés entre la température de l'eau qui rentre et qui sort. Donc avec un impact qui est extrêmement limité sur la faune et la flore et donc le milieu naturel. Ce plus grand réseau de froid en Europe compte tripler sa taille d'ici 2042. Oui, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est intéressant. Ça arrivera trop tard. Déjà, la technologie existe et ça paraît pas très compliqué. Mais vous savez, l'utilisation... Alors, est-ce que c'est très cher ? Alors, ça, je ne sais pas. Ça dépend comment vous le comptabilisez. Parce que dans le cas de Paris, dans le cas de la France, parce qu'il faut faire dans l'existant.
Donc forcément que le coût est plus important que si on l'avait fait dans le neuf. Par contre, ce qu'il faut juste savoir sur l'utilisation de la géothermie, ce que j'ai découvert, c'était depuis Napoléon III... Vous appelez ça de la géothermie. De la géothermie et l'utilisation de l'eau de Seine. Napoléon III, quand il a fait le Paris moderne que nous avons aujourd'hui, il s'est penché sur ces solutions-là. Il y a des piscines qui étaient, par exemple, la piscine de la butte aux Cailles, elle était à l'origine alimentée comme ça. Et puis après, on a laissé tomber et on est revenu à des solutions qui ne sont pas du tout durables. Mais c'est exactement ça, c'est des solutions comme ça qu'il faudrait faire. Mais pour faire ces solutions-là, pour les mettre en œuvre partout et alimenter, pas juste, bien sûr, commencer par les bâtiments, les écoles, les hôpitaux, etc., mais alimenter aussi les logements. Mais pour faire ça, il faut un plan gouvernemental. Oui. Ça, ce n'est pas les collectivités territoriales qui vont pouvoir le faire. C'est juste une réalité, ça. Donc il faudrait... Enfin, il y a déjà eu justement des planifications, on connaît ça en France. Hélène Pesquine, pourquoi quand même il y a peut-être une volonté politique au départ, mais enfin en termes d'exécution, c'est souvent très insuffisant. C'est des sujets d'arbitrage financier, bien sûr, qui sont délicates. Surtout, ces questions en ce moment sont particulièrement délicates. Voilà, en pleine période de disette budgétaire, c'est quand même très compliqué. Mais comme on le disait tout à l'heure, il faut voir les coûts évités. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une solution qui remplacera d'autres solutions qui, elles, sont plutôt mauvaises, qui vont avoir des effets pervers, etc. Et donc, il faut qu'on apprenne aussi à travailler sur l'investissement amorti face à des coûts qu'on n'aura pas qui ne seront pas engendrés par des situations qui se dégradent, notamment des coûts sanitaires, des coûts bien au-delà du coût d'investissement sur le réseau lui-même, des coûts de gestion urbaine, typiquement la fermeture des écoles, ça empêche les parents de travailler pendant une journée. Voilà. Ces coûts-là, on ne les prend jamais en compte quand on mesure le montant d'investissement nécessaire pour un réseau de froid. Et on oppose quand même très souvent fin de mois, effectivement fin du monde et fin de mois. C'est quand même l'opposition un peu basique, mais qu'on retrouve à chaque fois qu'il s'agit de faire des arbitrages un peu plus long terme. Là, c'est un peu les deux fins, quoi. Qui se retrouvent. Ouais. Parce qu'en fait, dans les analyses coût-bénéfice, donc on vous parle toujours du coût, combien ça, ils arrivent à le chiffrer, mais après, ce qu'on appelle les bénéfices, les chiffres que vous avez donnés, l'impact sur l'économie du réchauffement, etc., du fait qu'on n'ait rien fait pour nous adapter, etc., ça, c'est pas pris en compte. Ça, lorsque vous essayez de chiffrer ça, vous venez avec des chiffres, c'est toujours contesté. Par contre, le coût de l'installation, par exemple, comme c'est des industriels qui vont venir vous faire le coût de l'installation, ça ils ont l'oreille des politiques. Mais c'est vraiment une question de décision politique. Est-ce que la question climat et la question écologique, c'est une question de sécurité, de protection des citoyens et de protection de l'économie, en fait. Et si on n'investit pas dans la protection des citoyens et de l'économie, à ce moment-là, dans quoi est-ce qu'on va investir ? Ça fait 10 ans que les accords de Paris ont été signés et c'était vraiment une grande victoire à l'époque, Hélène Pesquine. Et on a l'impression que vraiment on n'est quand même toujours pas prêt, même pas du tout. Alors, comme je le disais, on a d'abord basculé vers la neutralité carbone, les économies d'énergie, l'efficacité énergétique, qui étaient des solutions qui étaient rentables et donc sur lesquelles il pouvait se créer une économie. Et donc, une grande partie du business mondial s'est tournée vers ces solutions climatiques qui étaient celles qui avaient une rentabilité à relativement court terme, et y compris d'ailleurs le développement des énergies renouvelables qui sont devenues des marchés rentables. La question de l'adaptation, c'est-à-dire de penser plutôt le temps long, et des coûts évités, elle, jusqu'à présent, en tout cas, n'est pas venue comme un outil de marché intéressant, on va dire, pour un certain nombre d'acteurs économiques. Les acteurs économiques qui étaient déjà précurseurs à la COP21 et qui le sont encore aujourd'hui, ce sont les assureurs. Parce qu'eux, ils commencent à compter combien ça coûte, toutes ces catastrophes et toutes ces crises qui se succèdent. Est-ce qu'ils vont assurer tout cela ? Parce que c'est un peu la question qui se pose avec les assurances. Le moyen des assurances, c'est d'augmenter le niveau, le montant des primes d'assurance, que ce soit d'ailleurs pour des collectivités publiques qui commencent à trouver les primes d'assurance très élevées, ou pour des particuliers ou même des entreprises. Mais à un moment donné, le système va se gripper. Donc on commence à rentrer dans cette discussion sur le niveau de vulnérabilité. S'il est trop important, il vaut mieux agir pour le réduire, plutôt que d'avoir ces enjeux économiques en face ou financiers sur lesquels on va se retrouver dans une impasse. Mais les assureurs ont déjà annoncé qu'une planète à 2 degrés, même à 1,5 degré, je crois qu'ils avaient dit qu'elle n'était pas assurable. Donc, parce que ce n'est pas rentable pour eux. Et c'est pour ça que c'est une question politique, c'est une décision des gouvernements et pas du tout du secteur privé. Et on a des territoires en France, notamment en Outre-mer, qui sont déjà très difficiles à assurer, voire non assurables. Mais ça existe déjà. Aux États-Unis, par exemple, en Floride, il y a des endroits qui sont pas, où vous ne pouvez pas assurer votre logement. Parce qu'il y a eu beaucoup de catastrophes et donc c'est plus rentable pour l'assureur. Et c'est bien ce calcul économique qui va permettre, à mon avis, de basculer vers des solutions d'investissement qui devront être décidées par nos gouvernements et le Parlement, mais
qui permettront de justifier en tout cas l'importance d'un tel investissement sur des réseaux de froid, sur aussi de la végétalisation, on en a un peu parlé. Mais donc la végétalisation, est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'il faut vraiment planter des arbres dans une ville? Alors c'est efficace très concrètement sous les arbres, à l'ombre, on peut gagner 3 ou 4 degrés sur un espace public, donc c'est efficace vraiment de manière très concrète pour les personnes qui circulent sur l'espace public. C'est efficace aussi parce que ça désimperméabilise les chaussées. Et donc, on a une capacité à capter de l'eau, à faire du coup de l'évapotranspiration. Donc, ça rafraîchit globalement l'espace sur lequel le sol a été désimperméabilisé. Et puis, il y a des bénéfices sur la qualité de l'air, sur la qualité de vie, sur le confort urbain. Donc, finalement, et un peu, même si en ville, c'est un peu moins vrai, sur la biodiversité, puisqu'on recrée des petits écosystèmes. Et donc, finalement, tous ces co-bénéfices, au-delà de celui du rafraîchissement urbain, vont tous dans le sens de la transition écologique. Donc, globalement, oui, la végétalisation a du sens, même si elle est peut-être pas à l'échelle du réchauffement auquel... Voilà, elle fait partie de la solution. Il faut bien sûr revégétaliser et débitumer, etc. Mais ça ne nous permettra pas de passer des canicules de 50 degrés qui vont durer 14-20 jours. Ça, il ne faut pas se mentir. Donc, ça permet de baisser un petit peu. C'est très bien, il faut le faire. Mais ce n'est pas suffisant. Ça ne sera pas suffisant. Est-ce que vous auriez une mesure peut-être qui est prise dans une ville ou ailleurs, qui vous semble vraiment être très importante? Alors, il ne peut pas y avoir une seule mesure. C'est ça le truc. C'est que c'est la somme de plusieurs mesures en même temps qu'il faudrait... on pourrait imaginer Paris végétalisé, et puis avec la boucle froide de Paris étendue partout, et on cesse de construire avec du béton. En venant ici, je voyais un chantier... C'est le problème du béton. C'est du béton avec du verre. Non, mais c'est incroyable qu'on fasse encore ça aujourd'hui. Donc, il faut l'interdire. Une mesure... Et si on le fait, j'imagine que, encore une fois, c'est pour des raisons de coût. Est-ce qu'il y a des matériaux aujourd'hui qu'on peut utiliser, vous qui êtes architecte? Alors, par exemple, à Paris, on a le ravalement qui est obligatoire. Et quand on fait le ravalement, on ne touche pas au toit parisien. Parce que les architectes des bâtiments de France ne veulent pas qu'on touche au toit parisien. C'est classé. Alors, la question, c'est, est-ce qu'on veut garder... Pour qui est-ce qu'on garde cette beauté-là? Si nous, on ne sera pas là, ça ne sert à rien de la garder, cette beauté. Eh bien, alors, en fait, les toits parisiens, quand on fait le ravalement, il faut profiter de l'opportunité du ravalement qui est obligatoire, qui est inscrit dans nos traditions, etc., pour justement commencer à enlever tout ce qui fait augmenter la température dans les logements, dans tous les bâtiments. Et qui se trouve dans les toitures. Qui se trouve dans les toitures. Mais c'est classé. Il faut déclasser. Il faut déclasser, il faut changer les critères de classement. C'est ça qu'il faut faire. Et ça encore, on revient à une décision politique, mais les architectes des bâtiments de France, ils sont quand même très fermés à ce genre de propositions. Ils restent plutôt dans... ça fait partie des critères, c'est classé, donc on ne touche pas à ce qui est classé. D'accord? Mais si derrière le classement, les façades classées, vous avez des gens qui meurent, je pense que les architectes des bâtiments de France vont faire partie des gens qui contribuent au crime climatique. C'est très probable que les toitures parisiennes et les toitures des grandes villes denses seront le sujet du prochain mandat à venir, parce là, on a un peu éclusé toutes les autres solutions d'adaptation de proximité, en tout cas dans l'espace public, notamment la végétalisation. On parle de Paris, mais toutes les villes de France aujourd'hui sont remplies de chantiers à l'approche des élections de l'année prochaine, parce qu'on est en train de végétaliser tous les centres-villes, parce qu'effectivement, on a constaté une efficacité de la végétalisation pour rafraîchir au moins au niveau du sol la température. Sous les toits, ça reste un sujet qui n'est pas encore aujourd'hui traité. Et même dans des PLU, des plans locaux d'urbanisme qu'on appelle bioclimatiques, cette question-là, elle est quand même encore prégnante. Il faut, je pense, garder l'idée d'une homogénéité architecturale qui fait aussi la splendeur des grandes villes. Donc, il faut trouver des solutions collectives. Mais on peut faire beau et climato-compatible. On peut faire les deux. Alors, ce sera la différence, effectivement, des villes qui existent déjà, qui ont une histoire, et puis peut-être des villes plus nouvelles, où là, on peut peut-être, vous qui êtes architecte, j'imagine que la ville de demain, vous l'imaginez... Mais en France, on n'aura pas de ville nouvelle, en fait. C'est trop tard. Pour nous, on aura encore quelques mètres carrés à construire, probablement, mais pas énormément. On ne va pas voir des villes nouvelles surgir de nulle part, comme ce fut le cas dans les années 50-60. Donc, du coup, on est obligé... On n'utilisait pas les bons matériaux à l'époque. Pas du tout. Mais le problème, c'est qu'on a gardé les mêmes matériaux. C'est ça le problème, en fait. On a des matériaux et des méthodes de travail qui ne sont des années 50. Le secteur de la construction, c'est l'un des secteurs où il n'y a pas eu d'innovation, ou très peu d'innovation.
d'innovation, en fait. Lorsqu'on compare tous les secteurs de l'industrie, on se rend compte que le secteur de la construction, c'est un secteur qui est très en arrière, très en retard en termes d'innovation. Rétrograde. Très rétrograde. Et la dernière fois où il y a eu de grandes innovations, c'était après la Seconde Guerre, quand il y a eu l'industrialisation de la construction. Mais depuis, il n'y a pas eu grand-chose. Et maintenant, en fait, ça, c'est une opportunité pour les architectes, ingénieurs, pour innover. C'est vraiment, on est obligé d'innover pour pouvoir adapter le bâti existant aux températures qui nous attendent. Et en même temps, on n'était pas confronté à ces températures. Là, vous parliez de 50 canicules, 17 avant 2000, 32 après 2000. On voit bien qu'on est... 17 avant 2000, 32 après 2000. Sur 25 ans. On voit bien qu'on est dans une accélération extrêmement forte. Donc, oui, effectivement, les modes de construction, ils évoluent très, très doucement. Il y a eu beaucoup de travaux sur les matériaux bio et géosourcés depuis quelques années, avec maintenant des obligations dans les bâtiments neufs essentiellement, et un peu dans la réhabilitation d'utiliser davantage des matériaux dits décarbonés ou bas carbone, comme le bois, les isolants issus de matériaux agricoles, etc. Ça ne remplira pas la case de la transformation de 80% du bâti qui existera toujours en 2050. Donc effectivement, on a une question sur la rénovation et la réhabilitation qui pour le moment est plutôt posée sous l'angle de l'économie d'énergie, notamment en période d'hiver, et pas beaucoup sur la... Vous savez, dans les économie d'énergie, c'est-à-dire sur le chauffage. Voilà. Oui, dans les programmes de rénovation... On ne pense pas été, on pense hiver. Oui, on a souvent le remplacement des chaudières dans les immeubles. Quand vous avez une chaudière, ça veut dire que vous avez déjà un circuit, une tuyauterie qui fait passer, qui joue son rôle de chauffage. Au lieu d'avoir une chaudière seulement, il faut passer à un système réversible, dans l'idéal se raccorder sur le réseau de la boucle froide de Paris, pour avoir du chaud et du froid en fonction des besoins qui s'imposent à nous par le réchauffement climatique. On ne fait pas ça. On n'a pas ce genre d'exigence dans nos programmes de rénovation. Mais on commence à produire des données. Nous, on produit par exemple des données sur les îlots de chaleur urbains, j'en parlais. On sait aujourd'hui compter à peu près 5 millions de personnes qui vivent dans des zones qui risquent de se réchauffer très vite en cas de canicule. Et donc, ça commence à donner des leviers pour dire où est-ce qu'il faut agir en priorité, notamment sur ces questions de confort d'été. Vous donnez des leviers à qui ? Aux collectivités et aux particuliers, aux copropriétés, aux propriétaires des immeubles. Mais des leviers, ça veut dire que ça revient aux propriétaires tout de même de prendre les décisions et les bonnes décisions. Oui, mais ça peut être soutenu par des aides financières, comme on a donné des aides à la rénovation énergétique pour le confort thermique en hiver. Mais justement, sur ces zones d'inconfort, lorsqu'on regarde, par exemple, si vous prenez Paris, les zones à Paris, la partie ouest est beaucoup plus végétalisée que la partie est de Paris. Et qui habitent dans la partie est, ce sont plutôt les familles à revenus bas, à part les bobos, quelques bobos qui sont... À part les quartiers... pas pour les familles à revenus bas. À part la partie avec la gentrification qui s'est créée dans certains quartiers. Mais en fait, et la partie ouest, ce sont des personnes qui pourraient, en plein canicule, moi je peux très bien faire l'hypothèse que ces gens-là ne sont pas dans Paris. D'abord, ils ont plus d'espace et c'est probablement qu'ils ont des résidences secondaires pas très loin, dans la campagne pas très loin, qui sont climatisées, ils sont déjà partis de Paris. Et les autres, ils sont coincés dans Paris, dans la chaleur. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Yamina Saeb, merci. Hélène Peskin, merci. Noémie Roche, merci beaucoup. Delphine Liu, et merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux et en podcast. Et je vous dis à demain.